ça vient de se lancer. Oui, de toute façon, c'est en croissance et surtout, ça fera partie des conseils. Je crois qu'à un moment donné, tu vas me parler de conseils pour ceux qui se lancent. Surtout, il faut regarder les ventes, mais il faut regarder les réassorts. Et quand un client rachète dans le même mois le même produit, ça, c'est bon signe. C'est très, très bon signe. Donc, les plantages, alors on en a eu. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis heureux de recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Panier Simon Ménard, cofondateur de Nidé. Bonjour Simon. Bonjour, ravi d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Nidé.co, c'est une plateforme de co-création de produits cosmétiques clean, une co-création avec les consommatrices. C'est un milieu difficile, compliqué, réglementairement lourd. Je savais que j'allais buter sur ce mot, où des acteurs de niche se battent face à des géants aux poches profondes. Un univers où la R&D est ultra onéreuse, les partenaires éparses et parfois loqués, la distribution un réel enjeu. Mais peu jusqu'ici avaient imaginé donner la parole aux clients finaux pour créer les produits dont ils ont vraiment besoin. Faire du crowdsourcing auprès des consommateurs pour leur permettre de créer les produits nécessaires dans la vie vraie. Bref, co-créer un NIAID, Nidé. Simon a d'abord passé une belle partie de sa vie dans cet univers, dont un petit bout de temps en Asie, et j'adorais que tu nous plonges un peu dans ce monde. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, Nidé, la genèse, le lancement et les challenges auxquels tu fais face. Bien sûr, j'aimerais tes conseils dans le milieu de la cosmétique en ligne pour notre audience et les personnes qui nous écoutent. Un grand merci à Viviane Lipskier, auteur de DNVB, Digitally Native Vertical Brands, un bouquin qui est passionnant et que je vous conseille vraiment de lire. C'est elle, Viviane, qui a permis cette rencontre. Et pour commencer, Simon, c'est quoi Nidé ? Alors Nidé, en fait, c'est une marque de cosmétiques clean, dont la particularité, c'est que les produits qu'on développe ne sont pas pensés par nos directeurs et nos responsables marketing en interne et faisant suite à X études de concurrence et qui sortent des grands groupes, mais plutôt les idées qui sont apportées par les consommatrices, portées par les consommatrices et co-créées par les co-créatrices porteuses de projets et aussi les co-développeuses, c'est-à-dire toutes les personnes qui interfèrent, qui interagissent pendant le temps de développement du produit. En pratique, ça veut dire qu'elle propose des idées sur le site, c'est ça ? Exactement, en fait, on a un formulaire sur notre site, assez simple, 4 lignes. Donc en fait, on attend une idée assez originale, un besoin non adressé ou mal adressé par les autres marques. Et puis une fois que les produits sont retenus, les projets sont retenus, on les met sur notre site. Et là, c'est la communauté qui vote pour que le produit voit le jour. D'accord. Donc il y a une première validation, quand même, modération par vous et des experts, j'imagine, exactement, avant de les rendre publics. Et c'est le public qui vote. Et vous en choisissez combien ? Alors c'est variable, il y a des mois où on a pu en choisir 3-4 et il y a des mois où on peut ne pas en choisir. En moyenne, on peut dire 1 à 2 projets par mois qui sont mis en vote. Qui sont mis en vote, ok. Mis en vote, belle liaison. Et ensuite, j'imagine qu'une fois que le projet est voté, il part en production. C'est un temps long. Oui, en fait, ça c'est long. Alors, je fais souvent un parallèle pour dire que la cosmétique, c'est un peu comme les bébés, il faut 9 mois pour les faire. C'est le cas Ouais, c'est le cas en moyenne, okay. c'est le cas. Pour la cosmétique, pas les bébés. Pour les bébés. Donc oui, il faut du temps parce que déjà il y a toute la mise au point du produit, que ce soit le packaging, la texture, les actifs, le parfum, enfin tout ce qui constitue le produit. Donc ça c'est du ping-pong entre la co-créatrice, la communauté, puisqu'on fait tester en moyenne par 200 personnes des formules en version bêta test, puisqu'on écoute la communauté. Et puis une fois que tout est validé, on part en test réglementaire. Donc comme c'est quand même des choses qu'on met sur la peau, il y a des tests d'innocuité, enfin il y a des tests
test de stabilité, de micro. Et ça, on peut pas compresser le temps, puisqu'en moyenne, c'est 2, 3, voire 4 mois par test. J'aurais imaginé que c'était plus. En 3-4 mois, je peux obtenir qu'une crème arrive sur le marché? Non, ça va être compliqué en 3-4 mois, non. Parce que tu dois... Bon, déjà, tu as ta première phase de mise au point produit, avant de partir dans les tests, parce que tu ne lances pas les tests avant d'avoir mis au point ton produit. Donc ça peut prendre 2-3 mois déjà. Les allers-retours labo R&D, sourcer les actifs, toute cette partie. Et puis une fois que tu as validé, par contre, là, c'est un minimum de 5 mois pour faire tes tests réglementaires. D'accord, les tests réglementaires, Ouais. 5 mois. Ok, mais j'aurais quand même imaginé que c'était plus. Mais Oh, okay. c'est déjà long. Hein. C'est déjà long. Ok. Vous avez créé en 2018, fin 2018. Fin 2018. Ok. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Et donc commençons par le commencement. T'as passé une partie de ta vie dans ce milieu, une vingtaine d'années, Ouais. c'est ça, dans les cosmétiques, les parfums. Ouais. J'ai passé 20 ans maintenant. 20 ans maintenant. Principalement en Asie. En Asie, pourquoi c'est un peu par hasard. J'ai fait des études de commerce qui m'ont emmené à faire un semestre en Chine en 80. Je crois que c'était 95. Donc oui, ça fait 24 ans, 25 ans. J'étais jeune et donc à l'époque, je me suis dit tiens, je vais apprendre le chinois puisque ça a l'air sympa. La Chine, ça s'ouvre. Voilà. Puis après un premier passage chez Danone où je m'occupais d'eau d'Évian et de bière Cronenbourg. Basé en Chine ou en France? En Chine puis en France. Ouais. D'accord. Donc je suis resté dans le liquide alcoolique puisque je suis passé dans le parfum et de là l'aventure a commencé. Une première association avec un gros distributeur japonais pour faire des parfums pour les teenagers japonaises, les Wagamama, c'est-à-dire les filles uniques japonaises. Wagamama, la fille Wagamama. unique japonaise. D'accord. Exactement. Tu parles japonais? Non, je parle chinois, mais Okay. Et tu t'as vécu, t'étais pour ce parfumeur. Non, c'était un distributeur, c'est Ouais. ça? T'étais basé en France ou au Japon? en fait j'étais 4 fois par an au Japon, donc on peut Ok. dire que j'étais à mi-temps. À mi-temps au Japon. Intéressant, les Wagamama. Ok. Et Wagamama, c'est un peu ce qu'on voit, le cliché de la schoolgirl japonaise à Shibuya, à Tokyo, quartier de Tokyo, et qui est un peu un enfant unique, un petit peu capricieux et qui s'achète un peu tous les toys. Et donc on faisait des parfums un peu toys qui s'appelaient Sexy Boy, Sexy Girls. Donc c'était producteur et distributeur de parfums? Ouais, exactement. C'est un milieu qui est passionnant, les parfums. Moi, ma compagne, malheureusement, elle écoute pas tous les podcasts, j'espère qu'elle écoutera celui-là, mais qui travaille chez un beau parfumeur, Francis Kurkdjian, Ah oui, Paris. Et c'est un milieu que je découvre, que je trouve passionnant. c'est magique. Le parfum, Ouais. c'est magique. C'est émotionnel, donc c'est magique. Et qu'est-ce que tu tires comme enseignement de ces expériences en Asie? Alors en Sur Asie, le consommateur, sur la distribution, est-ce qu'il y a des insights que tu peux nous donner? bon, en Asie, on va parler. C'est compliqué de parler de l'Asie de manière générale parce qu'entre le Japon et la Chine, c'est 10 univers différents. Ouais, j'ai Rien de qu'en comparer Chine. l'Asie à l'Europe, c'est-à-dire vous avez le portugais qui est le thaïlandais, alors c'est pas un péjoratif, Oui, mais c'est-à-dire qui vit avec le soleil. Vous avez le chinois qui est un peu japonais et un peu thaïlandais, c'est un peu le français, hein. Le français de Perpignan n'est pas pareil que celui de Mulhouse. Et puis après vous avez le japonais qui est un peu plus l'allemand, quoi, rigueur, discipline. Ok. Donc et puis après il y a des stades d'évolution différentes de leurs économies, donc c'est assez différent. Les T'as enseignements. principalement connu la Chine et le Japon, c'est ça? Oui, et la Corée aussi. Et la Corée, ok. du Sud. Ce qui est intéressant, ce qu'on observe, en tout cas, qu'il y a une vraie tendance de la Chine aujourd'hui à rejoindre ce que le Japon a fait comme move depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, le Japon, c'était consommation à outrance, grande marque. Vous avez dans les grands quartiers Ginza, des tours Hermès et tout ça. Et aujourd'hui, les Japonais vont plutôt aller consommer dans les petites rues les marques un peu plus niches ou un peu plus... voilà, on peut savoir qui est le créateur, qui est derrière. Et donc la Chine n'en est pas encore là, mais va y arriver. Mais la vraie différence, en tout cas, avec... donc si je parle de la Chine et la France, c'est vraiment la possibilité pour un consommateur, une consommatrice chinoise de faire un bond en avant dans un changement de consommation ou l'acceptation d'un nouveau concept, là où chez nous, on est quand même beaucoup plus traditionnel. Réfractaire au changement, quoi. Oui, alors ça, c'est dû à plein de choses, enfin de par mon analyse. Je m'amuse souvent à dire aux Chinois, tu sais, moi, quand je suis né, quelque part, il y avait un immeuble. En fait, cet immeuble, il était là quand mon grand-père était là, et quand je vais mourir, il sera encore là, et il est magnifique, c'est Haussmann qui l'a construit, machin. Alors que le Chinois, dans sa vie, il avait vu 3 immeubles passer. Donc forcément, il est beaucoup plus prêt à la nouveauté et au changement. Il a besoin que ça bouge. Voilà, donc ça,
c'est un peu dans les mentalités. Et donc c'est passionnant parce que du coup il y a des manières de faire où nous on est beaucoup plus conservateurs ici, quand il y a des choses qu'on ne ferait pas et qui ça se ressent dans le boulot, dans l'environnement professionnel. Oui, ça se ressent. Oui. Donc c'est une acceptation du changement. C'est une acceptation, c'est même pas, c'est un besoin de changement. C'est un besoin de changement. Je dis souvent aux Chinois, vous avez le sang, il tourne plus vite que nous. Dans votre peau. Alors ça vient aussi de leur écriture. Tu sais, ils ont des idéogrammes, des choses où ils font des traits dans tous les sens. Il y a un rapport au temps et à l'espace très différent. Là, nous, on a 26 lettres. On fait le A, le B, puis quand on met 7 lettres, ça fait un mot. Donc la logique de pensée est aussi très liée à l'écriture. Ok. Voilà. Sur le et dans le monde de la cosmétique et des parfums, est-ce qu'il y a quelque chose à savoir par rapport à la différence entre l'Europe et Chine, pardon. En consommation. Oui, alors il y a les choses très très connues, c'est que nous on va vouloir avoir la peau qui bronze et eux ils veulent avoir la peau blanche, donc ça c'est assez différent. Hein. Il y a pas très peu de Chinois sur les plages, donc les fonctions de produits sont différentes. Ils sont quand même beaucoup plus dans des rituels beauté avec des principes de layering. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est des choses qui sont plutôt japonaises à l'origine. Le layering, c'est la faculté à se mettre plusieurs produits les uns après les autres sur la peau avec un rituel. Layer, c'est couche. Ouais, on travaille en couche. Voilà. Okay. Et donc, c'est des rituels où une Asiatique va peut-être mettre, avant de se coucher, 6 produits l'un après l'autre. Ce qu'on fait moins ou pas en Europe? On faisait pas trop. Et comme 50% du marché mondial de la beauté est en Asie aujourd'hui, nos grands groupes européens et américains, ils s'y sont mis. Quoi. Donc aujourd'hui, on peut commencer à trouver des produits. Voilà. Après, il y a des choses aussi. C'est bien parce que c'est 6 fois plus de CA au centimètre carré de peau, quoi. Ouais. Non, mais c'est une manière de voir la chose, hein, mais. Il faut 6 fois plus d'enfumage, ouais, je suis d'accord. Non, après. Pourquoi enfumage? Oui, parce que tu n'as pas besoin de mettre 6 produits pour resserrer tes pores, hydrater ta peau, enfin voilà, donc, okay. C'est bon. C'est le principe de l'hyperconsommation. Après, donc, il y a des choses assez amusantes, c'est donc par rapport justement à ce que je te disais dans le rapport à autrui, le regard de l'autre, c'est un peu différent en Asie que chez nous. Donc, ce serait assez long à expliquer, mais c'est pour moi très lié à la religion où nous on est monothéistes, eux on est. Bon, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, tu as un truc qui arrive chez nous, qui est le masque visage. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ta femme elle aurait pas mis un masque avant d'aller se coucher parce qu'on aurait dit scream. Et aujourd'hui, tu commences à avoir plein de masques chez Sephora, des masques faciaux, tu sais. Masque, c'est une crème qui va solidifier ou c'est un textile en fait que tu poses et que tu gardes toute la nuit, quoi. Un vrai masque, un vrai masque. Okay. Et donc ça en Asie ça existe depuis hyper longtemps, quoi. Et les Asiatiques elles s'en foutent que leur mec les voit avec un masque blanc sur la tête qui ressemble à Scream, tu vois. Et chez nous ça arrive, donc c'est assez marrant de voir que les influences traversent. C'est intéressant ça. Sens, quoi. Pour les consommateurs en termes d'achat et de e-commerce, est-ce que tu vois des différences? Oui, quelle différence tu vois? Je vais poser comme ça la question. C'est une la rapidité du e-commerce en Chine qui est due à plusieurs facteurs, notamment la tech, mais aussi les comportements et ce que je disais tout à l'heure, la capacité à aller vers quelque chose de complètement nouveau, donc que ce soit un business model ou un produit, fait que j'en suis arrivé à me dire tiens, le digital va permettre de faire quelque chose de nouveau chez nous, parce que ce que j'ai pu observer là-bas, alors il y a du bon et du moins bon, hein, notamment tu as le social selling qui est hyper connu. Donc les Chinois par exemple, ils sont donc tous 97% des Chinois sont sur WeChat. C'est un peu l'application unique de réseau social unique. Donc c'est quoi le social selling? En fait, c'est le C2C, hein. C'est juste la manière qu'un client, c'est un particulier qui vend à un particulier. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous le Tupperware. Sauf que le Tupperware était physique. La dame rencontrait ses copines, elle faisait le thé, et voilà, c'est comme ça que ça marchait. Alors que là-bas, la fille a 2000 followers qu'elle connaît à moitié sur WeChat. Et en fait, comme les Chinois sont très entrepreneurs, c'est vraiment des entrepreneurs, il y a des marques qui se sont spécialisées là-dedans, qui leur ont dit, tiens, je te vends 3000 € de produits, et toi, tu vas pouvoir les revendre 30 000 € à ton réseau. Et donc, ça, c'est... Des business pyramidaux, et ça, c'est beaucoup plus développé que... Enfin, c'est très développé? Oui, on en voit beaucoup. Ouais, on en voit beaucoup. Alors que c'est interdit en offline en Chine, justement parce que c'est un peu risqué, le pyramide. C'est interdit dans le monde réel en Chine, en in real life et IRL, mais c'est autorisé dans le digital.
Ouais, sur les réseaux ouais, parce que ça se veut pas pyramidal en fait, puisque du coup, pyramide, c'est que tu as des revendeurs intermédiaires qui gagnent sur ceux de plus tu es au-dessus, plus tu gagnes. Là, il n'y a qu'un niveau. Voilà, tu as un niveau. Enfin, 2 niveaux, quoi. La marque, le revendeur et l'acheteur. Donc okay. ça, c'est vraiment ce qui s'est, là, ce dont je te parle, ça a 3-4 ans. Aujourd'hui, ça a vachement évolué vers alors je sais pas si on peut appeler ça du social selling. En fait, il y a la nano-influence qui devient rémunérée pour le contenu qu'elle écrit. C'est-à-dire que il y a des plateformes beauté, donc la plus connue c'est Xiaohongshu, ça veut dire petit livre rouge, donc c'est un petit clin d'œil au petit livre rouge de Mao. Où là-dessus, en fait, c'est comme si toutes les blogueuses beauté françaises, il y avait une application qui leur disait, viens en fait créer ton profil sur notre plateforme. Et de là, tu vas écrire du contenu sur ce que tu as trouvé de ce produit, sympa, pas sympa. Et en fait, les filles sont rémunérées en fonction du clic, du drive to store, que tu achètes ou que tu achètes pas. Et donc, ils ont créé des plateformes fermées spécialisées pour la beauté, quoi. Donc quelqu'un qui aurait, je sais pas, quelques dizaines, centaines de millions de followers sur Instagram ou sur un réseau social, va créer sur le petit livre rouge, je vais pas m'amuser à le prononcer en chinois, va créer sur le petit livre rouge sa boutique en fait, c'est ça ? Exactement. Et en fait, c'est le petit livre rouge qui fait sa boutique pour elle et qui lui donne un droit d'expression. Et elle doit essayer de. Mais elle choisit les produits ? Elle parle de ce qu'elle veut. Hein, elle parle de ce qu'elle veut. Okay. Mais plus c'est intéressant, plus les gens viennent lire ce qu'elle a dit, et plus ils vont sur le magasin pour acheter quelque chose. Quoi. Ok. Intéressant. Principe de micro-influence qu'on essaie de développer. Hein, il y a des startups en France qui font ça. Je pense à Evency, entre autres. Pas exactement. Evency, c'est pas la même chose. Evency fait de ce qu'on appelle du free store, c'est-à-dire que ils vont faire l'intermédiaire entre les marques et les influenceuses pour faire des campagnes de promotion, machin. Mais les influenceuses, leur territoire d'expression, là où leur canal la marque reste Instagram, principalement, ou Facebook ou leur blog, mais Evency n'est pas arrivé à faire une place de discussion fermée, quoi. Non, mais en tout cas, attaque la micro-influence. Ok. Et si tu me contredis encore une fois, attention, on arrête. Hein, l'enregistrement, je te préviens. D'accord. Et alors, question, parenthèse, mais t'as peut-être pas la réponse en termes de plateformes e-commerce. Quelles sont les plateformes qu'on trouve en Asie? Les mêmes en Chine, pardon. Alors en Chine, c'est un peu, tu as le pendant d'Amazon chez nous, qui s'appelle Alibaba, que tout le monde connaît, qui a donc Alibaba, c'est à l'origine du B2B, mais maintenant ça s'appelle Taobao. Taobao, c'est le Amazon français. Donc là, tout le monde peut vendre. Taobao vend, le petit revendeur du coin vend à son espace. Et le côté marketplace équivalent. Marketplace, sauf que c'est quand même 80% du marché. À côté, tu as 3-4 autres gros players, Jingdong ou Kaola, qui sont des gros players aussi. Et à l'intérieur de Taobao, ils ont créé Tmall. Et Tmall, en fait, c'est un shopping mall à 10 000 étages où les marques ont leur espace fermé à elles. Mais tout ça est hébergé à l'intérieur de Taobao. Leur espace fermé avec leur propre identité, leur propre produit. Ouais, exactement. D'accord. Quelle serait la différence avec les pages de marque sur Amazon ? C'est un peu ça, sauf que c'est beaucoup plus puissant. À cause du trafic que ça... Ouais, du trafic, tout le monde ne peut pas l'avoir, son magasin. Aujourd'hui, il y a des Chinois qui rachètent des vieilles marques enregistrées en France. Pour pouvoir avoir leur espace sur Taobao. En avoir Tmall, en leur disant, en fait, on est une vieille marque, hein, on est français, regardez, on a été déposé en 1985. C'est juste pour avoir l'espace sur Tmall. C'est incroyable, ça. Ouais, c'est incroyable. Okay. Donc, il y a presque un marché de revente de... Ouais. Okay. Oui, il y a. Ok, entendu. Est-ce que, pour reprendre un peu de hauteur et parler de l'industrie cosmétique, et c'est juste pour que moi et nos auditeurs aient quelques idées, quand on produit une crème ou un parfum, quel est le temps de R&D, de fabrication, alors d'un point de vue réglementaire, tu en as parlé tout à l'heure, mais... Ouais, alors on va dire que tu as 3 gros tests principaux. Par ordre d'importance, c'est forcément l'innocuité, c'est-à-dire est-ce que cette formule sur ta peau va pouvoir générer des allergies. Donc tu fais ce qu'on appelle des patch tests. Alors ça dépend si le produit est rincé, pas rincé. Enfin donc ça c'est des choses... c'est quand même un minimum à faire, hein, c'est un peu logique. Hein. Sachant que tous les tests dont je parle, en fait,
ne te servent qu'en cas de contrôle. C'est-à-dire que demain, tu peux faire un produit, le vendre, personne ne va t'interdire jusqu'à ce que tu sois contrôlé. Mais enfin, tu prends un gros risque. Donc, le test d'innocuité, qu'on appelle aussi le patch test, est un des plus importants. Et ensuite, tu vas avoir un test microbio, c'est-à-dire tu vas valider si dans ta formule vont se développer ou pas des problèmes microbiologiques. Donc c'est quoi un problème microbiologique? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un cosmétique, tu as au minimum 80-90% d'eau. Donc forcément, si je te mets un verre d'eau dans ta pièce avec une fleur dedans et que je la laisse 2 semaines, forcément il va y avoir un problème, la fleur va se désintégrer ou voilà. Donc tu as tout ce risque dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle conservateurs, qui sont les produits la plupart du temps chimiques, heureusement de moins en moins. Donc tu dois quand même valider que ta formule, elle va pas avoir un problème de microbiologie dans le temps. Donc là tu mets dans des étuves, des accélérateurs, enfin des choses comme ça. Tu vas avoir un test là qui est plutôt esthétique, qu'on appelle de stabilité, c'est-à-dire que ta formule ne doit pas biphaser, c'est-à-dire que elle se sépare, le côté aqueux, l'eau qui monte, l'huile qui descend, enfin voilà, donc ça c'est la stabilité. Et ça, on arrive à l'accélérer? Ça, tu peux l'accélérer en fait. Soit c'est souvent des étuves où tu mets à 45 degrés, tu oscilles des stades de froid chaud. Okay. Et en gros, on dit que 1 mois égale 1 an. En test. Ouais, en test. C'est-à-dire qu'en principe, les produits qui sont mis sur le marché aujourd'hui ont des DLC de 36 mois. Date limite de consommation, 36 mois. Les produits cosmétiques. C'est marrant, je me suis jamais posé la question de savoir si les produits cosmétiques avaient une date. Les produits cosmétiques ont 2 dates en fait, celle avant ouverture et celle après ouverture. Donc avant ouverture, la plupart du temps, comme les réseaux sont longs de circuits de distribution, quelqu'un qui fait un produit en France qui veut le vendre au Japon, entre le temps où il l'aura fabriqué et le temps où il soit vraiment sur l'étagère au Japon, il faudra peut-être entre 8 et 12 mois. Ouais. Il n'est pas encore mis en vente, qu'il a déjà presque 1 an. Et après, dans le magasin, il va peut-être prendre encore 12 mois pour être vendu. Donc le consommateur... au moment où il met sa crème, ça fait 2 ans qu'elle existe, quoi. Voilà, c'est ça donc c'est voilà. Okay. Enfin, donc, ça peut. Voilà, donc la plupart des marques essayent de tenir 36 mois de DLC, enfin de date limite de shelf life, comme on dit en anglais. Après ouverture? Non. Et le après ouverture, c'est donc un deuxième test. On est plutôt sur des 6, 9, 12 mois, ça dépend des produits. Donc tu dois faire ces tests pour pouvoir dire, mon produit, il a tant de DLC. Attends, 6, 9, 12 mois, ça c'est pas des standards, mais c'est des... Ouais, les standards c'est 6-12 mois après ouverture, ouais, c'est à peu près ça. Moi j'ai des crèmes qui ont 10 ans, il faut que j'arrête. Tu risques rien, en fait... c'est de l'eau, 80%, t'as dit, mais... Voilà. Non, mais tu risques pas grand-chose, elle va peut-être changer d'odeur, changer de couleur, mais a priori... La peau va pas partir en lambeaux. Non, quoi. La peau va pas partir. Ok. Voilà, et puis après tu as les tests, ce qu'on appelle de compatibilité, c'est-à-dire que tu dois tester que ton packaging, ta pompe, ton machin fonctionne bien avec ta formule. Tu peux avoir des migrations, parce que tu as suivant les plastiques, tu peux avoir des migrations du polymère qui rentre dans la formule. Enfin, il y a quand même, non, c'est bien encadré quand même. Ok. Où se situent les risques? Je réfléchis à haute voix, mais quand tu utilises un emballage qui a déjà été testé, validé par le marché, tu sais qu'a priori il y aura pas de risque sur ta formule. Non, a priori, si les tests ont été faits, si ce qu'on appelle le dossier d'information produit, c'est une réglementation européenne, a été fait, tu n'as pas de problème. Le problème que tu peux avoir, c'est plutôt si toi tu as tes propres allergies à certaines substances. Ouais. Donc en principe, ça c'est écrit au dos des produits. Tu as toujours ce qu'on appelle les listes INCI, c'est-à-dire International Nomenclature Cosmetic Information. Et donc tu as tous les ingrédients et à la fin de la liste d'ingrédients, et donc tu verras souvent que aqua, l'eau est en premier. Et à la fin, c'est pas des ingrédients, mais ce qu'on appelle des substances allergènes. Je crois qu'il y en a 26 qui sont recensés. Et donc, quand tu fais des allergies, c'est bien de savoir à quel allergène tu es allergique et d'aller lire ce qu'il y a au dos pour savoir si tu risques effet secondaire. Voilà. Sachant que les allergènes, c'est pas forcément parce que c'est du chimique ou du synthétique, hein. Tu as, je sais pas, dans la mandarine, tu as 3-4 allergènes, dont un qui peut être mortel, quoi. Donc, voilà, ça peut venir de la nature aussi. Ok. De toute façon, tout vient de la nature, différents degrés de transformation, quoi. Oui, on n'a pas trouvé de substance sur Mars encore. Ouais. Ok, et du coup, avant Nidé, on va y venir dans une seconde, mais avant Nidé, comment est-ce que les marques de cosmétiques font pour créer des produits? Elles interrogent, c'est plutôt de l'étude de marché, Alors, ça dépend des marques de cosmétiques. Donc, c'est soit tu as les très très grands groupes qui ont pas les citer, mais tout le monde les connaît, qui ont à la fois un service prospectif, donc là, qui pensent à 5 ans, 10 ans.
Et puis après, donc ils lancent des programmes de développement, donc qui prennent en moyenne 2 voire 3 ans avant de la mise sur le marché, parce qu'il y a toutes les études conso, enfin tout ce que tu peux imaginer, hein, les panels, machin. Donc ça, c'est pour valider. Alors c'est 2 à 3 ans, sachant qu'il faut 9 mois pour faire un produit. Donc oui, mais parce que des fois, ils font un produits marché, et finalement, ça n'a pas été validé par les tests conso parce que le concurrent l'a fait avant eux, parce que Elles AB testent les produits. Non, elles le font pas. Elles le font avec des panels. Oui, elles font avec des panels quand même. Ouais. Oui. Mais des panels, c'est des panels de combien de personnes? C'est des panels de gens rémunérés, donc ouais, ça va être 20, 30, 40 personnes. Mais on lance pas un produit, je sais pas, sur un marché de 500 000 personnes dans une métropole pour voir. C'est compliqué pour les marques parce que souvent elles font plutôt du non, et puis surtout voilà, donc elles recommuniquent. Elles lancent rarement un groupe ne lance rarement une nouvelle marque. Hein. En principe, il rachète une marque. Par contre, quand il doit reshaper, rebrander une marque, c'est assez compliqué parce qu'ils ont le cul entre deux chaises. Ils ont les clients existants et en même temps ils en veulent des nouveaux. Il faut tout changer, donc c'est pour ça que des fois ils mettent 3, 4 voire 5 ans pour faire ça. Donc voilà, la manière dont ils font, c'est effectivement des panels, des études, de la prospective et surtout ils regardent beaucoup leur problématique B2B. C'est-à-dire que les grandes marques sont très rarement en direct avec le consommateur. Donc, en fait, ils vont dire, est-ce que Sephora, est-ce que Marionneau, est-ce que le réseau pharmaceutique va accepter ça? On a droit à combien de centimètres en linéaire? Ils ont déjà telle et telle marque, donc ils vont pas... Oui, en fait, ils font les produits souvent en fonction de problématiques de B2B. Mais du coup, une question qu'on se pose avec d'autres clients qui sont plutôt dans le luxe, ton réseau de distribution dans la cosmétique et les parfums est hyper important. Ça va parfois en opposition avec la vente en ligne, non? La vente en direct to consumer. Si je sais pas, Lancôme se met à vendre des produits, enfin ils le font certainement, mais ils le font. Ouais. Dans quelle mesure les réseaux de distribution qui ne leur appartiennent pas, je sais pas, Sephora par exemple, peuvent leur interdire l'accès à leur réseau de distribution? Ou limiter, ou bloquer, ou freiner. Aujourd'hui, la majorité des grands groupes, je dirais qu'ils sont, je pense, encore 80% offline via des distributeurs, donc pas en direct. Donc, ils vont pas aller s'amuser à se fâcher avec leurs distributeurs. Lesquels distributeurs prennent entre 60 et 70% de marge. 60-70%. Ouais, c'est monstrueux. Hein. Donc, moi, je file donc quand je donne 10 euros à un toi, quand tu achètes un parfum qui coûte 100 euros. Ouais. Ouais, ce parfum, il a coûté 4 euros à fabriquer. Par contre, comme tu vas donner 70 euros au retailer, tu vas en donner aussi à Brad Pitt, forcément, parce que c'est lui qui t'a donné envie d'acheter ce parfum, ou un autre acteur, hein, je sais pas. Donc voilà, en fait, donc le système, il a été fait comme ça depuis... 4 euros, c'est le jus? Non, 4 euros, c'est le jus, c'est le flacon. Ah, le flacon aussi, j'avais en tête que le flacon, c'était déjà 80% du coût. Alors, sur les 4 euros, effectivement, tu as peut-être 1,50 € de flacon. Ouais. Ok. Donc, tu as 40% de... Le packaging est assez cher. Mais bon, c'est comme ça que c'est construit aujourd'hui. En même temps, c'est une industrie du rêve. Donc, avec toutes ces marges, ils font rêver le consommateur. En l'occurrence, le parfum, c'est émotionnel, c'est du rêve. Enfin, il faut se projeter. Il faut le deal est comme ça. Enfin, il faut pas oublier quand même. Et tu citais Viviane tout à l'heure. Et effectivement, ça a bien repris dans son livre. Il faut savoir que Viviane est une historienne à l'origine. Donc, elle a bien analysé ce qui s'est passé depuis l'après-guerre. En gros, depuis avant ou en l'entre-deux-guerres, tu avais des petites maisons de parfums, de savons, même dans tous les produits qu'on consomme aujourd'hui. Et puis tout ça s'est concentré. Donc on a des très très gros groupes en France, on les connaît. Et ben pour s'assurer, quand ils ont commencé à concentrer leur fabrication, pour s'assurer de leur débouché, ben ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on achète aussi les distributeurs. Donc LVMH aujourd'hui est propriétaire de Sephora. Donc la moitié des marques chez Sephora sont à LVMH. Bon, ce qui est complètement logique. Donc toute l'industrie a été construite comme ça, et donc pour être sûr de faire tourner leurs usines, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit en fait, nos consommatrices, il faut toujours qu'on leur amène un nouveau produit, il faut toujours qu'on leur amène une nouvelle problématique beauté. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce que qu'est-ce qu'elles font, nos consommatrices? Elles achètent elles achètent Marie-Claire, elles achètent. Donc on va vachement investir dans ces titres. C'est nous qui allons payer toutes les pages. C'est pour ça que quand tu ouvres un magazine de cosmétiques, les 10 premières pages, tu verras, c'est souvent de la cosméto. Et donc, on va dire aux journalistes, bon, ça c'est mon appréciation, c'est mon idée, mais on va dire aux journalistes, là on va la sortir un produit anti-rides à base de je sais pas quel actif, allez, le raisin, voilà.
Donc ça serait bien de faire non, c'est du lobbying, 3-4 pages sur les rides, c'est pas beau, et le raisin c'est bon pour les rides. Comme ça, nous on vous paye la 6e page, c'est un produit avec des graines. Et tout le système, le business depuis l'après-guerre, c'est fait comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, le digital est en train de tout. C'est ça, il faut qu'elles se réinventent toutes ces marques, quoi. Bah ouais, elles le font très bien. Elles ont toujours un capital, je dirais, code d'amour, parce qu'on peut pas s'effondrer en 3 jours. Mais par contre, clairement, hein, on le voit, que ce soit les influenceuses sur Instagram, principalement, même s'il y a à boire et à manger, mais en gros, les consommatrices ont commencé à ne plus avoir d'œillères, c'est-à-dire, je sais pas, moi, ma génération, on passait 1 heure à regarder la télé et peut-être 1 heure à lire des magazines. Aujourd'hui, les consommatrices, elles sont plutôt 8 heures par jour sur leur téléphone. Et sur leur téléphone, elles peuvent voir tout. Elles peuvent voir des filles comme elles qui leur racontent qu'est-ce qu'il y a dans ce produit vraiment. Et donc, toute cette histoire de il y a des rides en page 2 et ça devient compliqué. Ouais, ça devient compliqué. À maîtriser, en tout cas. Ça devient compliqué. Et c'est plus difficile de racheter Instagram que de racheter un magazine, comme le font parfois des grandes marques. Ouais. Alors bon, elles achètent certaines influenceuses. Donc, la micro-influence, le social selling, c'est vachement dur à dire, je vous invite à essayer. L'expérience en Chine, et tout ça, ça donne une idée. C'est quoi la genèse ? Est-ce que je pourrais dire que c'est un burn-out ? Ça pourrait. Non, c'est un peu en fait un mur. Je peux te demander ton âge ? J'ai 46 ans. 46 ans. J'ai 46 ans. Ouais, c'est un peu un mur. C'est un mur, en fait. Dernière expérience, j'ai relancé une très vieille marque de parfumerie qui datait de 1826 pour des actionnaires asiatiques. Donc, super histoire à raconter. Marque de quelle origine ? Française, une marque française qui était ce qu'on appelle une belle endormie, qui dormait, quelqu'un l'utilisait à moitié, qui était à l'époque plus connu que Guerlain, qui est plus âgé que Guerlain d'ailleurs, qui avait un magnifique magasin boulevard de l'Opéra. Bon, et les guerres sont passées par là, le truc s'est un peu cassé la gueule. Donc on a relancé ce truc avec un magasin en France, avenue de l'Opéra, un autre en Chine, on faisait des parfums, des cosmétiques, et donc je suis parti avec mon bâton de pèlerin comme je faisais depuis 20 ans, c'est-à-dire aller voir les retailers, les distributeurs un peu partout dans le monde. Et là, les gens me disent, mais en fait, maintenant, il faut faire des trucs sur Internet. Enfin, les retailers, ça n'allait pas trop. En fait, il faut faire des trucs niches. Donc, il y avait une vraie désaffection enfin, c'était vachement plus dur pour les nouvelles marques de rentrer. Et donc là, la rencontre, donc un mini burn-out, je le dis en rigolant, mais voilà, je me disais, en fait, ce que je fais depuis 20 ans ne marche plus là aujourd'hui. C'est-à-dire que, en gros, tiens, j'ai fait une crème main, j'ai regardé ce que faisaient les autres, à quel prix, à qu'est-ce qu'ils mettent de l'amande. Allez, je vais faire de l'amande, hein, ça marche. On la voit partout, donc c'est que ça doit marcher. Et donc là, je rencontre Viviane qui en fait était en train de finir son livre sur la DNVB et qui m'explique en une journée que tout ce que je savais depuis 20 ans n'allait plus exister, puisque aujourd'hui c'est le consommateur qui a les rênes, le consommateur on pourrait dire, puisque le digital a fait que il a pu s'ouvrir les yeux, faire un choix, converser avec les marques, il voit. Je crois qu'il y a une stat qui disait qu'avant d'acheter une marque, il fallait l'avoir 7 fois dans un magazine. Aujourd'hui, il faut l'avoir 30 fois sur un réseau social. Donc, le consommateur décide, et les marques ne sont pas en direct avec les consommateurs, puisqu'elles passent par des retailers, des distributeurs, et donc elles le connaissent pas. 50 intermédiaires, ouais. Des fois, il y en a qu'un, mais c'est pas grave, elles le connaissent pas, les marques. Et donc, le consommateur, il se sent pas écouté, entendu, et donc, voilà. Donc, la réflexion, ça a été de se dire, mais en fait, comment on pourrait faire? Donc, on est rentré dans toute l'analyse de ce qui se passait. Donc, ce rapport qu'on appelle top-down des marques, c'est-à-dire qu'ils disent, en gros, on va faire ça et ça va marcher parce qu'on va faire tellement de pubs dessus et culpabiliser tellement la consommatrice qu'au bout d'un moment, et puis comme on est très bien chez Sephora, chez Marionneau, qu'on a nos 2 mètres de linéaire avec nos vendeuses, voilà, on va faire du push, ça s'appelle du push. Et donc, pour faire du pull, il fallait réinventer un modèle. Donc, on a travaillé avec une petite agence qui s'appelle La Petite Grosse, la petite agence qui a tout d'une grosse, et on a commencé à réfléchir en disant, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre la consommatrice au milieu? Et voilà, donc c'est parti de là, et puis on s'est dit en fait, le meilleur moyen de mettre la consommatrice au milieu, de pas être en top-down, c'est de lui demander ce qu'elle veut qu'on fasse. Parce que nous, notre métier, c'est quoi en fait? Notre métier, c'est de trouver les bons actifs, les bonnes textures, les bons parfums, et de faire un produit qui fonctionne.
Mais plutôt que de dire ouais ça fonctionne et si tu en as besoin, on va dire de quoi tu as besoin. Et donc c'est comme ça qu'on est parti en se disant la co-création. Alors c'était pas super simple au départ parce que ça n'existait pas, ça n'existe toujours pas par nous. En tout cas en France il y a personne qui fait ça. Et c'est pas juste de faire un sondage. Et dans le monde il y en a d'autres. Oui, il y a une marque qui nous a pas inspiré mais qui nous a permis de nous projeter aux États-Unis qui s'appelle Volution Beauty. Comme Evolution, mais Volution Beauty. Donc évolution sans E, Volution Beauty, okay. Qui en fait qui fait un peu pareil, sauf à l'américaine en fake, c'est-à-dire qu'elles te disent, elles appellent ça, nous on appelle ça des co-créatrices, eux ils appellent ça des innovatrices. Elles sont choisies. Je sais pas comment ils choisissent, mais en tout cas, elles n'existent pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que tu vois une photo sur leur site, mais tu sais pas si elles existent parce qu'il n'y a pas de lien vers leurs comptes sociaux ou quoi que ce soit. Donc, voilà, bon. En tout cas, ça nous a permis, comme ils ont un process justement où tu viens, tu poses ton idée, tu votes. Donc, ça nous a permis d'imaginer un petit peu comment faire ce programme de co-création. On a été pas mal inspiré aussi de groupes qui font ça très bien. Il y a Lego qui fait ça super bien. Ils ont une plateforme parce qu'en fait, ils disent, nous, le prochain château fort ou la Formule 1 en Lego. Lego fait un truc et tu as un programme, tu peux gagner jusqu'à 10 000 ou 15 000 euros, je sais pas, si ton projet de Lego, il est bon et que finalement, il le commercialise. Decathlon le fait aussi. Decathlon fait un super programme de co-création. On en a parlé il y a pas longtemps, mais oui, c'est intéressant. Voilà. Mais alors nous, on est allé encore plus loin. On s'est dit en fait la co-créatrice, en fait, elle fait partie de la boîte du coup. Donc, comme on va pas l'embaucher parce que c'est pas forcément ce qu'elle a envie de faire, on va la rémunérer sur les ventes du produit, quoi. Vous rémunérez les gens qui vous proposent des idées quand ces idées sont acceptées, j'imagine. C'est ça. En fait, le principe, c'est que si ton idée est acceptée, on la met en vote. À partir du moment où on l'a mise en vote, donc tu as un petit bonus de welcome, bravo, ton idée elle est bonne, c'est 500 €. Ok. Alors comme tu es co-créatrice, d'ailleurs, tu co-développes ton produit avec nous, tu es aussi un peu l'ambassadrice, donc tu vas aller un peu en parler, enfin tu vas un peu faire du ramdam pour qu'on parle de toi, donc pour avoir tes 2000 votes. Donc une fois que tu as tes 2000 votes, tu touches encore un petit bonus de 1500 €. C'est un gros bonus d'ailleurs. Attends, idée acceptée, donc c'est-à-dire que j'ai proposé une idée, vous, en petit, il y a qui dans ce groupe qui valide d'ailleurs ces idées? On est 4 personnes à valider. Tu as une personne plutôt marketing, plutôt vente et plutôt R&D. Et vous les validez sur quels critères? Alors le critère... Marketing, vente et R&D? Ouais, non, le critère principal, c'est plutôt de pas faire un Xème produit que toutes les marques font et plutôt niche. Donc je viens pas vous proposer une H&M bébé crème. Ouais, non, alors là, on a des projets sur notre site. On a eu, alors il y a des trucs fun aussi. On a fait la crème pour les fesses, FaceTime. Oui, il y a une fille qui nous a dit, nous, il y a plein de produits pour mes cheveux, pour mes joues, pour mes bras, pour mes mains, mais il y a rien pour mes fesses. Et mes fesses, j'ai parfois des petits boutons secs et puis j'ai envie de les raffermir. Donc on réinvente pas une formule de malade, mais on rentre sur un truc qui est en l'occurrence fun là, mais c'est pas toujours fun. On a par exemple une coach sportive, Lucie, qui enchaîne 2 cours par jour de sport et qui a pas le temps de se faire le fameux rituel de 12 produits entre 2 cours et qui disait moi j'ai un besoin assez simple finalement, je veux juste hydrater, calmer ma peau et un peu matifier. Donc on lui a fait ce produit Fits and Fabulous qui s'appelle Fits and Fabulous. Voilà, après on a des trucs un peu plus dans l'air du temps. On a un gel hydratant vaginal, donc ça c'est une fille qui a un compte qui s'appelle My Dear Vagina. Donc voilà. Ouais, ça fait du sens. Donc je propose une idée, vous la validez ou non. Si elle est validée, je touche 500 €. Elle est mise au vote, soumise au vote. Exactement. Si elle gagne 2000 votes, c'est sûr qu'elle passe? Ah, c'est sûr qu'on va faire le produit. Enfin, que vous allez essayer de le faire, j'imagine. Oui, on est sûr que ça. On peut faire n'importe quel produit? Oui, non, mais ça, alors, vous l'avez validé. En amont, on a quand même validé. Vous avez validé la faisabilité. En amont, on a validé. Donc, si elle a ses 2000 votes, en principe, il faut entre 1 mois et 3 mois, parce qu'on arrête au bout de 3 mois. Si le produit n'a pas eu 2000 votes en bout de 3 mois, c'est qu'on pense que finalement, il n'y a pas de cible suffisante. On ne veut pas faire un Xème produit qui va être dormir dans une salle de bain. Donc, si elle a ses 2000 votes, là, elle touche le deuxième bonus de 1500 €. Et une fois que le produit va être mis en vente... 1500. 1500 €. Ouais, exactement. Ouais. Et une fois que le produit est mis en vente, elle touche 10% de la marge du produit à vie. Ok. Ah oui, non, c'est pour ça qu'en fait, et ça correspond
parfaitement aux personnes qui viennent déposer des projets ce principe d'être sur plusieurs projets, plusieurs métiers, de pas avoir ce lien hiérarchique aussi, parce que du coup c'est vraiment de la co-création, c'est-à-dire que c'est pas, on paye pas quelqu'un en lui disant on te paye à l'heure X euros pour être le cul sur ta chaise. C'est un truc qui moi me fascine, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est à l'esclavagisme à l'époque. Non, enfin je sais pas, ça te fait pas. Si. Ouais. Bon, enfin toujours est-il que du coup ouais, c'est un peu de l'entreprise. Alors c'est très cool 2000 euros pour beaucoup de gens, et moi c'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi d'être le owner, pardon, d'avoir un produit à soi, quoi. Ça, c'est fun. Alors, en fait, il y a énormément de filles qui voudraient avoir leur produit. Si tu regardes le phénomène qui est apparu avec les réseaux sociaux et qui forcément nous a inspiré pour faire ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène des indie brands, les marques indépendantes. Ouais. Pour une marque indépendante qui voit le jour, je pense qu'il y a eu 1000 filles qui ont eu l'idée. Mais il y a des barrières, ça coûte, tu connais rien au packaging, au test dont j'ai parlé, ça coûte quand même 5000 euros de faire une formule en R&D, donc tout le monde ne peut pas. 5000 euros de faire une formule, hein. Ah bah oui. Donc si j'ai, enfin, je reprends l'exemple des petits boutons sur les fesses, FaceTime, je trouve ça drôle. Pour faire la formule, c'est 5000 euros. Mais faire la formule, ça veut dire quoi? La formule initiale ou tous les tests? Arriver à une formule? Formule test, tu peux elle fabriquer. est validée, quoi. Ouais, tu peux fabriquer. 5000 euros. Ok. Et là, tu t'adresses à des partenaires qui sont partout dans le monde, qui font des crèmes, quoi. Des gens spécialisés en R&D, quoi. Ok. J'aurais imaginé que c'était beaucoup plus cher que ça. C'est marrant, j'aurais imaginé que mettre une crème sur le marché c'était beaucoup plus cher et beaucoup plus long. Ça peut être beaucoup plus cher suivant les revendications de ta crème. Si demain tu veux dire je fais une crème anti-rides, tu as des tests très très compliqués où tu dois mettre des gros microscopes sur ta peau, calculer la profondeur de la ride, machin, et là ça va coûter 20 000 euros. Demain si tu veux faire une crème pour dire elle me blanchit la peau, bon ben là déjà c'est un test que tu peux faire que en hiver, parce que l'été tu peux pas suivre l'état de la peau puisque à l'extérieur il y a du soleil. Donc il y a des tests suivants ce qu'on appelle les claims, tes revendications de produits qui peuvent être beaucoup beaucoup plus chers. D'accord. Voilà. Mais donc entre 5000 et beaucoup plus cher, mais plus cher 5 suivant 3000, ok. Pour faire la formule. C'est ça, hein. Pour faire la formule. Pour faire le ok, d'accord. Je reviens un tout petit peu en arrière, je fais un pas de côté, mais vous avez l'idée en début 2018. Ouais. Enfin, c'est là que le mur dont tu parlais. Ouais, le mur, ouais. Et la boîte naît fin de l'année, c'est ça? Septembre 2018. Septembre, donc 9 mois, le temps de faire un produit, mais il n'y en a pas eu. 9 mois. Et là, on est un an plus tard. À partir du moment où vous lancez, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait des idées qui soient proposées sur le site. Il faut qu'elles soient votées, il faut qu'elles soient validées, puis qu'elles partent en création 9 mois. Donc ça veut dire que vous avez eu vos premiers produits, j'imagine, un an plus tard. Un an plus tard, exactement. Oui, parce que déjà tu pars donc à la chasse au projet, hein, on va dire. Donc bon, nous notre canal principal pour aller parler de ça, c'était et c'est toujours Instagram. Donc forcément le fait qu'il y ait une petite carotte où tu peux gagner 500 balles, ça remonte beaucoup de projets. Donc on a remonté je crois plus de 2500 projets depuis le début. Remonter, c'est quoi? Il y a que 2500 personnes qui sont venues déposer un projet sur notre site. C'est quoi le tunnel? Donc 2500 reçus, il y en a combien qui ont été validés, soumis au vote? Soumis au vote, une quarantaine je pense depuis le début. Sur 2500, ok. Donc en fait, c'est ce qui était très compliqué. Donc 1 sur 50 environ, quoi, 1 sur 60, ok. Ce qui était très compliqué, si tu veux, c'est qu'on est une marque from scratch, c'est-à-dire qu'on n'a pas de produit à montrer, on avait juste notre quelques logo, premiers mois, c'est compliqué, c'est un concept. Ouais, c'est un concept, ouais. Donc okay. C'est assez compliqué de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils veulent, une idée. Alors déposer une idée, les gens comprennent quand ils rentrent dedans, mais venir voter pour une idée, donc tu votes pour une idée, alors que tu t'attendrais à voir un produit déjà, et puis quelqu'un qui en parle. Non, il y a rien, parce que l'idée c'est tiens, moi j'ai un problème, mes fesses, il y a pas de produit, j'aimerais les raffermir, les machins. Donc c'est un besoin, tu viens voter pour un besoin. Et vous les mettez en image, vous accompagnez un peu On accompagne, mais on peut pas montrer un packaging parce qu'il a pas encore été décidé, parce que derrière. Non, mais il peut y avoir du photo lifestyle. Voilà, et du photo lifestyle. On montre bien sûr la co-créatrice, on montre une idée de texture dont elle nous a parlé, on montre voilà. Mais aujourd'hui c'est plus simple puisque on a déjà des premiers produits qui sont sortis, donc les gens. Ils ont commencé à arriver quand du coup? Novembre-décembre. Le premier produit novembre-décembre. Ok. Donc on a 5 produits là actuellement. Sur les 40 qui ont été soumis au vote, combien ont eu les 2000 votes? Sur les 40, je pense une quinzaine peut-être. Alors il y en a qui sont toujours sous le vote en ce moment dans les 40, enfin qui sont donc, toujours en vote. 40, il y en a une quinzaine qui
sont encore, mais ont dépassé ou ont passé les 2000 12, votes, peut-être 12 à aujourd'hui. Et là-dessus, il y en a 5 qui sont sortis, puis les autres sont dans le process de développement. C'est-à-dire que le process de développement chez nous, en fait, hormis le côté des tests réglementaires dont je t'ai parlé, il y a quand même surtout le co-développement avec en moyenne 4 ou 5 000 personnes. C'est des personnes qui vont répondre à des sondages, qui vont tester des formules. Donc il y a quand même le côté on écoute la communauté, on co-développe avec eux. Donc une fois qu'on a validé le produit, là on lance les tests. Avec la communauté. Ceux qui ont voté ou certains, c'est ça? Exactement. T'envoies des échantillons de la crème. Exactement, des petits échantillons à 200, 300 personnes. Ok, tu prends leur retour et tu itères. Ok. On itère, exactement. C'est le fameux A/B test. En fait, je sais plus qui a dit ça aux États-Unis, mais c'est un peu le fake it until you make it. Oui, sauf que là, il y a un vrai produit que tu es en train de. Voilà. Non, voilà. Mais c'est juste en fait de dire aux futurs clients, viens faire le produit avec nous, puisque a priori c'est toi qui vas l'utiliser, donc. Non, je trouve ça top. Et donc 5 produits à date plus les autres qui sont encore en cours de production ou de testing. Ces produits, vous les vendez sur votre site. Et à date, on est principalement sur notre site. Ouais. C'est un peu une volonté pour le moment de pas trop aller offline. Parce que le principe, c'est que donc nous, on a co-développé à date avec à peu près 50 000 personnes, quand même. Ça veut dire quoi, co-développer avec 50 000? Co-développer, ça veut dire que quelqu'un qui vient voter, après, il va répondre à un sondage, va peut-être tester en bêta-test, donc en tout, sur les X projets. Tu ta base. Voilà. Okay. Et donc, on pense qu'il faut d'abord bien s'occuper des gens qui ont un intérêt à ce qu'on fait et qui nous connaissent, plutôt que de vouloir aller prêcher partout dans des magasins sur des gens qui ne savent pas vraiment qui on est. Voilà. Et donc, alors je suis en train de regarder le site pendant que je vous parle, mais un truc que j'avais pas vérifié avant, il y a une ligne directrice en termes de créa et d'identité qui est celle de Nidé, et des prix qui sont entre 9 € pour un clean that face, un gel pour se laver le visage, j'imagine, et 21, 27, 22, 25 €, c'est hyper accessible. C'est accessible. Okay. On démocratise la beauté. Vous démocratisez la beauté. Okay. Après, c'est un peu le principe aussi des DNVB, direct to consumer. Bon, tu sautes un peu les intermédiaires. Quand on va passer offline, on pourra pas, a priori, se permettre d'aller chez des gens qui prennent 70% de marge. Ce sera pas possible. Ok. Quand vous allez passer offline, donc c'est prévu. Non, c'est prévu. Ça fait partie de l'ambition. Ouais, ça fait partie de l'ambition, mais comme on se veut démocratique, on ira forcément dans des réseaux de distribution qui le sont. C'est quoi un réseau de distribution démocratique? C'est un réseau qui prend pas 70% de marge. Et donc ça existe. C'est tout ce qu'on appelle pas c'est ce qui n'est pas le sélectif. Voilà. Donc les grandes enseignes de parfumerie qui te font rêver avec des grands posters, elles prennent 70%. Un réseau démocratique, c'est les pharmacies qui se sont mis sur la parapharma. Qui fonctionne avec 20%, 30% de marge et voilà. Ce qui est plus acceptable. Ce qui est quand même plus acceptable. Ça pose une question au niveau de la tarification, j'imagine. Il y aura 2 prix? Un prix online et un prix parapharma? Non, il y aura qu'un prix. C'est compliqué ça. Hein. Tu t'assois pas sur tes 30% de... Oui, mais non, mais pour le coup, la répartition de la valeur me semble beaucoup plus honnête. Ouais. C'est-à-dire que ils ont du physique, ça coûte. Elle a du staff, elle a des mètres carrés à payer. Employés. Voilà. Donc. Question business là, mais du coup, vous avez un gros BFR entre le moment où on valide un produit et le moment où il sort. Alors on le Pardon, besoin en fonds de roulement. En gros, c'est l'argent que tu dépenses avant d'avoir de l'argent qui rentre. Besoin en trésorerie. Alors on arrive à y pallier parce que justement la communauté de co-développeuses qui suit un projet va passer par la phase précommande. À quel moment? Est-ce que voter c'est précommandé? Non, voter c'est pas précommandé. Non, sinon ce serait trop engageant à ce stade-là. En fait, on demande 2000 votes comme on demande 200 précommandes. En gros, on dit, voilà, nous, la formule, ça y est, on l'a faite, on a investi, parce qu'on a eu 2000 votes avec vous avez testé, mais on veut quand même un petit engagement, parce que entre le moment où ta formule est validée, il faut la fabriquer, donc tu peux avoir 2-3 mois, hein, ça dépend des produits, des formules, des packaging, et donc là, on dit, les filles, venez précommander, on a besoin de vous. C'est de la précommande, c'est pas du crowdfunding, c'est-à-dire que je précommande le produit au prix, a priori, auquel il sera vendu, je peux pas mettre 200 balles si je le veux. Ou je peux acheter 10 produits, en fait, c'est ça l'idée. Tu peux en acheter 10. Ce que je veux dire, pardon, c'est si moi je suis le consommateur qui a proposé l'idée et qui a été choisi, est-ce que je peux mettre plus d'argent pour m'assurer qu'il sera produit?
Ah non, c'est pas du comment tu appelles ça? Du financement participatif. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de la précommande. Ouais, c'est vraiment de la précommande. Ok. Un produit en face. Ok. Donc vous pensez déjà à la distribution physique. Pour l'instant, c'est que en ligne. Et ça viendra quand? Bon, ça devrait arriver dans le milieu de cette année, d'ici quelques mois. On va faire en fait un programme de co-développement avec, je te parlais de pharmacie. Donc il y a une grande enseigne de pharmacie parisienne qui s'appelle Monge, qui nous, avec lesquels on est en discussion. La particularité de Monge, c'est qu'ils attirent énormément de clientèle asiatique. Et donc ils nous ont soumis l'idée de faire un programme de co-création avec leurs clients asiatiques, puisque nous aujourd'hui on n'a pas eu encore ces projets qui ont été remontés. Et donc ça nous permettrait d'aller in real life dans les pharmacies pour aussi vendre nos autres produits, présenter nos autres produits et puis pouvoir rencontrer des... Excellent. Vous allez lancer un programme de co-création avec un groupement de pharmacies sur une clientèle asiatique, c'est ça? Exactement. Super. Eux, ils gagnent parce qu'ils créent un produit spécifique. Eux, ils gagnent. Il y aura un partage de revenus, j'imagine. C'est hyper innovant pour eux. En fait, les pharmacies Monge, c'est vraiment la pharmacie à la française. Ils sont en train de refaire beaucoup de choses dans leur magasin, leur style de vente, leur déco. Enfin, ils sont en train de vraiment... Ils ouvrent d'ailleurs rue de Rivoli en face de la Samaritaine un énorme espace. Donc ils gagnent parce qu'ils sont hyper innovants. Ils ont déjà mis un French Corner, des petites marques, des indie brands dans leur magasin depuis quelques mois. Ils se démarquent vraiment et amener de la co-création en plus ça va être fait en partenariat avec Alibaba a priori. Donc c'est quand même hyper novateur de leur part de le faire, quoi. Ok. Et pas risqué de la vôtre? Vous êtes petit encore. Alors nous, non, c'est pas risqué. Alors la vraie raison. Une question totalement bienveillante. Non. Enfin, qu'est-ce que tu entends par risqué? On est tout petit, c'est-à-dire que si ça devait exploser en Chine, oui, on ira doucement. C'est un problème de riche. C'est un problème de riche. Non, mais ça peut être un problème. La Chine, c'est un peu alors j'aime pas dire des moutons, mais c'est-à-dire un phénomène peut partir très très vite comme il peut retomber très très vite. Donc effectivement, il faut s'en méfier. Non, parce que nous, ça nous permet d'accéder à ces problématiques peau asiatiques qu'on n'arrive pas à remonter sur Instagram. Donc là, il y aura sur WeChat probablement en chinois médiatisé par Monge et peut-être Alibaba une page de dépôt de projet. Donc c'est super intéressant. Sinon, on pourrait pas les avoir. C'est énorme pour vous. Ça peut être énorme. Ouais. Écoute. La vraie question, c'est qu'il faut que ça reste sincère, transparent, et comme tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, il y a une vraie problématique ADN, incarnée par une vraie fille de la vraie vie. Ouais. Ça, c'est... Une vraie problématique incarnée par une vraie fille de la vraie vie. Bah ouais, c'est ça le principe, parce que c'est quand même ce qu'on fait. On n'est pas... au départ, quand c'était très conceptuel, les gens pensaient qu'on faisait des marques pour les influenceuses. On faisait des produits pour les influenceuses. Alors, c'est la question qu'on va aborder un peu plus tard, mais je me la garde de côté pour l'instant. Sur ces 24 premiers mois, en gros, est-ce qu'il y a des plantages, des galères, des apprentissages que tu peux nous partager? Plantage. Je te demande pas comment sont les ventes parce que ça vient de se lancer, j'imagine. Ouais, non, ça vient de se lancer. Oui, c'est façon, c'est en croissance et surtout, ça fera partie des conseils. Je crois qu'à un moment donné, tu vas me parler de conseils pour ceux qui se lancent. Surtout, il faut regarder les ventes, mais il faut regarder les réassorts. Et quand un client rachète dans le même mois le même produit, ça, c'est bon signe. C'est très, très bon signe. Donc, les plantages, alors, on en a eu en termes de fabrication. On a eu des plantages avec des labos qui ont pas forcément bien formulé, pas forcément bien répondu, parce que on travaille avec des petits labos, ce qu'on appelle des petites paillasses. La paillasse, c'est l'endroit où tu formules, parce que comme quand tu étais en cours de bio. En cours de bio, exactement, avec le bécher, le machin. Donc, on a eu des labos qui nous ont plantés parce que trop petits, parce que problème de... Est-ce que vous, trop petit, ou le labo trop petit? Trop petit, parce que si tu veux, dans... Il y a beaucoup de labos en France? Ah ouais, tu as peut-être... excuse-moi, j'ai eu un ouais marseillais, là, qui est sorti. Tu as, je pense, peut-être 300 sociétés qui peuvent te formuler des produits cosmétiques en France. Il y a 300 sociétés en France. C'est une énorme industrie, le cosmétique. Mais je veux bien croire que c'est une énorme industrie, mais on a quelques gros acteurs, j'imagine, qui ont leur propre labo. J'imaginais pas qu'il y ait besoin de tant de labos. Une ramification de la sous-traitance assez importante.
importante. Et donc, donc ça a été un plantage parce que ça nous a planté 1 ou 2 développements en mode bêta test. Alors, ce qui est cool, c'est que tu prends du retard, ça les plante. Voilà, tu prends du retard. Okay. On a shifté sur un autre labo du coup. Okay. Donc ça a été une galère. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme galère? On a eu une galère. On a dû modifier un peu notre nom parce qu'on l'avait déposé et qu'une autre grande marque a dit que ça ressemblait alors que ça ressemble pas du tout. Mais voilà, parce que. Donc le nom. Je peux te demander quel était le nom que vous aviez avant? Ça s'appelait Jeleco et on a changé parce que voilà, on s'est fait emmerder quand tu es tout petit. Nidé.co, c'est top. Ouais, mais bon, voilà. Donc ça, c'est des vraies galères. Jeleco. Ouais, en fait. C'est quoi la signification, la raison? C'était lié à une autre marque qu'on avait avant. Enfin voilà, mais tout ça étant que en fait, je pense, enfin Nidé, la puissance de ce nom est forte. Ouais. Hein. Nidé.co, je trouve ça génial. Le nid à idée. Le nid à idée, et puis c'est court. C'est comme co-création. Ouais. J'ai eu des expériences similaires dans le passé où j'avais une boîte qui était proche d'un grand groupe, mais le nom, mais l'activité était complètement différente. Ça a pris 4 ans, mais ils nous ont fait fermer. Et en fait, on s'est essoufflé sur la durée. C'est une autre histoire, mais on s'est essoufflé sur la durée. On n'a pas réussi à se relancer comme il fallait, mais ça peut être compliqué. Et j'ai voulu me battre, alors qu'en fait, quand t'es petit, enfin, ce que vous avez peut-être fait à regret, ou en tout cas ça mais je pense que quand tu commences, c'est pas grave, non, quoi. Ouais, non. Et puis faut choisir ses batailles, quoi. En autre galère, alors donc aujourd'hui on est quatre cofondateurs, tout ce qui est dont l'agence, la petite grosse, Amélie et Barbara, et donc moi. Et en fait, on n'est pas des spécialistes du digital, donc on s'est entouré de consultants. Voilà, donc moi je suis rentré dans un groupe qui s'appelle Growth Hacker sur Slack, qui a été monté à l'initiative d'une boîte qui s'appelle Germinal, je sais pas si tu connais. Et du coup, c'est super parce que tu peux rencontrer des gens et tout. Et puis voilà, là on s'est fait planter par un Growth Hacker qui forcément, c'est des types aujourd'hui dont les métiers se créent jour en jour. Et puis il suffit qu'il y ait un client qui arrive, qui a compris comment ça marchait, qui a beaucoup d'argent et il le paye 6 fois plus cher que nous. Et du coup, il disparaît. Planté au sens où vous avez perdu la ressource. Ouais, mais vous avez pas perdu d'argent. Non, on n'a pas perdu d'argent, mais c'est compliqué parce que tout le marketing automation derrière, tous les plugs, tout ce qu'il avait construit, en fait, il nous a laissé sans finir le truc et voilà. Ouais, c'est dommage, quoi. L'apprentissage, c'est peut-être d'écrire ou de bien choisir ses partenaires, mais en fait, l'apprentissage, en tout cas, quand tu es une boîte quelque part digitale comme nous, c'est d'apprendre à faire toi-même. Pour être sûr que tu sais gérer derrière, parce que voilà. Après, je parle pas de contenu, mais tout ce qui est les plugs, tous les petits outils là. Savoir faire pour mieux faire en fait. Voilà, savoir faire pour mieux faire, et idéalement d'onboarder la personne qui bosse avec toi, parce que c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, parce que c'est super important. Ok. Ton plus gros challenge aujourd'hui, c'est quoi? Alors mon plus gros challenge, c'est le marché asiatique à terme. Pourquoi? Parce que tu as parlé de mes 20 ans en Asie, mais parce que ce que j'ai pu voir, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure, entre les changements de comportement des consommatrices japonaises et ce qui est en train d'arriver en Chine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la Chine ne jure que par les grandes marques que tout le monde connaît, mais d'ici 5 ans, je pense que les consommatrices chinoises, elles auront envie d'acheter un produit hyper humanisé, dont elles savent qui est derrière, qui l'a fait, dans quelle adresse la fille habite au Marais, voilà. Donc c'est vraiment le train de conso qui émane là-bas. C'est-à-dire autant de produits que de consommateurs, presque. Non, je vais pas jusqu'à là, mais enfin des vrais groupes aujourd'hui. Je te parlais de moutons, mais ça va vachement changer. D'ailleurs, Alibaba c'est le mot d'ordre cette année pour Alibaba, c'est de dire il faut qu'on fasse de la niche. Donc tu n'aurais pas imaginé qu'Alibaba, c'est une histoire du X sur leur plateforme, mais bon, c'est pas que. C'est marrant parce que c'est un trend que moi je suis pas du tout spécialiste du domaine, mais ce que j'avais l'impression de voir dans la parfumerie justement, où avant il fallait porter le parfum de Nathalie Portman, aujourd'hui il faut porter le parfum de Laurent Kretz, quoi. Ouais. Et qu'il y a des parfumeurs de niche qui sortent des gammes hyper profondes, voire des déclinaisons sur plusieurs parfums. Je vais pas redonner l'exemple que je donnais en intro, mais et que du coup personne d'autre n'a mon parfum. C'est mon parfum, il m'appartient. Et ensuite alors ça c'est plus large comme question, mais j'avais aussi l'impression que avant tu pouvais porter un parfum pendant 10 ans et que maintenant on zappe un peu plus facilement.
Exactement. Oui, bon, ça, c'est les bagarres de fin d'année sur les rayons qui font qu'il faut arriver avec la nouveauté. Donc, les marques arrivent avec la nouveauté. Okay. Et l'autre disparaît, malheureusement. Dernière partie que j'aimerais bien aborder dans cet entretien, c'est ton acquisition. Tu as parlé tout à l'heure d'Instagram, c'est ton cœur de ciblier. Alors, Instagram, c'est notre cœur de cible pour faire l'acquisition. C'est ce qu'on a utilisé jusqu'à présent. Plutôt femme pour l'instant. Oui, non, pour l'instant, okay. on est vraiment sur une cible... j'aime pas dire ça, mais enfin, en termes d'âge, c'est 18-30 ans, mais c'est pour le moment très parisien, parce que c'est le concept. Et, c'est pas trop dur pour un Marseillais, ça? Non, c'est pas dur. Mais j'ai habité à Paris pas mal d'années. Donc 18-30 ans plutôt femme. 18-30 ans plutôt femme, plutôt Paris, et je dirais plutôt 10e, tu vois, si tu. Mais arty, il y a un côté arty. Donc c'est hyper ciblé, ce qui est pratique sur les réseaux sociaux parce que tu peux leur parler. Non, mais c'est surtout en fait la marque elle a été donc co-créée avec cette agence qui s'appelle La Petite Grosse, et dans cette agence c'est un desk de millennials de 20-25 ans, et c'est elles qui vivent la marque, qui ont les convictions, qui les partagent avec nous, qui les mettent tout le tone of voice, tout ce que tu vois, et du coup forcément ça résonne vachement plus sur cette cible, quoi. Okay. Plus réceptif. Et du coup, vous faites de l'Instagram depuis le début. Alors, au début, pour aller chercher des idées, enfin des gens qui proposent des idées. Et ensuite, est-ce que pour les votes, vous faites des campagnes ? Alors pour les votes, on fait des campagnes, mais en fait, on fait vachement bosser, elles le bossent d'elles-mêmes, les co-créatrices, en fait, suivant la thématique. Les ambassadrices. Sont les ambassadrices, c'est elles qui vont aller stalker tous les comptes de nano, de mini, d'influenceuses, et qui vont leur dire, moi je fais ce produit, pas que viens voter, mais on partage à peu près le même lifestyle. Je sais pas, je suis prof de sport, toi aussi, tu fais du fitness, du machin. Si tu penses que ce produit il est intéressant, ça te dérange pas de faire un lien ou une story, et voilà. Donc c'est. Ouais, c'est intéressant. Donc tu décommercialises, tu rends la relation plus humaine. Et du coup, question suivante, est-ce que vous avez fait appel à des influenceuses, vous, pour co-créer par exemple un produit ? Alors, on n'a pas fait appel aux influenceuses pour parler de nous. Alors, les grosses influenceuses, de toute façon, on n'a pas les moyens. Ouais. On ne voulait pas de toutes les manières parce qu'on pense qu'il faut que la marque garde vraiment sa sincérité, sa transparence, surtout à ce stade de développement. On a eu des demandes d'instagrammeuses avec une certaine communauté, 100 000, 200 000, 300 000. Donc on a été un peu tenté par le chant des sirènes. Donc alors il y en a une qui avait un projet assez sympa, on trouvait le projet sympa. Mais pour respecter votre ADN, elle a quand même dû passer par le. Ah oui, elle passe toujours la sélection, les votes, la sélection, les votes, okay. Tout ça. Et en fait, c'était un peu on s'est un peu fait arnaquer parce que le projet était pas mal. Elle avait, je crois, 200 000 followers. Et en fait, à mon avis, c'était des fake followers. Pourtant, on avait bien regardé, puisque la matière de regarder, c'est quand même d'aller voir les commentaires, les likes, qui sont les gens qu'il y a derrière. Bon, on n'a pas passé 3 jours, mais ça avait l'air pas fake. Et en fait, c'était complètement fake. Elle nous faisait tourner des bots automatiques qui venaient voter sur notre site. Enfin, on a dû arrêter le truc en cata. Donc voilà, mauvaise expérience. Et donc du faux vote. Ouais, du faux vote. Ouais. Ça vous en êtes des faux emails, parce que pour voter c'est un peu compliqué. Il faut que tu laisses ton mail, ton Instagram. Enfin, il y a un mail automatique qui part pour maintenant on l'a mis d'ailleurs, qui vérifie que quand même c'est pas une vraie personne. Enfin voilà. C'est intéressant. Bon, en vrai, ça vous a et en fait, on a vu qu'il y en avait plein de profils comme ça, des 100 000, 200 000, 300 000, qui ont des faux comptes. Alors, moi, je pensais qu'elles s'entraidaient entre elles, c'est-à-dire que je te like, tu me likes, machin, mais en fait, il y a des click farm ou je sais pas quoi qui entretiennent bien le truc. Follow, click farm. Ça vous a coûté les 500 € de validation, de modération, au final, c'est pas. Oui, non, mais ça, non, parce que c'est intéressant comme expérience. En fait, faut quand même que tu saches que 500 €, c'est ce qu'on donne, mais nous, il y a un gros travail derrière de recherche d'actifs, de machin, de mise, de présenter le produit, voilà, recherche de faisabilité, ça coûte pour le mettre au vote. Donc voilà. Bon. Mais au niveau du vote, le produit est pas encore, il y a pas encore de prototype. Avant de le passer en vote, quand même, non, il y a pas de prototype. Mais tu demandes si c'est faisable. Faire une crème qui a quand même un travail de recherche ad hoc. Ouais. Quel actif on pourrait mettre, est-ce que ce produit est faisable, enfin voilà, est-ce qu'il est. Puis il faut le marketer quand même, hein. Ce que tu vois sur le site, c'est quand même du temps, hein. C'est une belle exécution. Donc ça c'est Insta. Je m'attendais en préparant l'entretien que tu me dises que ta cible c'est plutôt du 25-35, peut-être 25-40, j'en sais rien. Un peu self-conscious, conscient environnemental, clean.
Si tu me dis 18-30, est-ce que vous avez déjà testé ou allez tester des plateformes comme TikTok ou Insta, qui ont peut-être des audiences un peu plus jeunes? Snap. Pardon. TikTok ou Snap? Ouais, on n'y est pas encore allé, mais on y songe. On l'a pas encore fait, effectivement. En fait, pour tout te dire, on revient un petit peu quand on a commencé fin 2018. Donc tous les KPI de coûts par clic, de coûts par lead, de coûts par transfo, machin, étaient assez bas. Et je me rappelle à l'époque, les gens disaient oh là là, les États-Unis, sur Insta, le coût de transformation il est super cher et 2 fois plus cher qu'en France. Et en fait, en un an, on a rattrapé le coût des États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vends un produit et tu donnes le montant de ta vente à Mark Zuckerberg. Donc, alors c'est bien, hein, ça fait de l'acquisition, comme derrière tu as de la rétention, le cycle de vie du client peut, on espère, durer assez longtemps. Mais par contre, ça devient de plus en plus cher. Donc aujourd'hui, on s'est dit, alors nonobstant le fait que je citerai pas de nom, mais c'est quelqu'un que Mathieu connaît. Mathieu, mon associé. Ouais, Mathieu, son associé. C'est vu il y a 4 jours fermer son compte Instagram. Ok. Donc là, ça fait très peur quand tu entends ça. Ouais. Pour X raisons, bon, je ne vais pas parler de son histoire, mais enfin, tu te dis quand même, je file du pognon, ok, c'est normal, ils ont la bande passante, mais en plus, demain, ils te censurent, ils te ferment, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est très bien, c'est une vitrine, c'est un endroit conversationnel, mais il ne faut pas tout mettre dessus. Ouais. Et après-demain, avec le lancement d'Instagram Shopping, voilà. Il ne faudra pas mettre tous ces œufs dans le même... Voilà. Okay. Donc c'est très bien pour pouvoir éclore ta communauté. Derrière, il faut quand même essayer de passer. Et du coup, qu'est-ce que vous faites pour alors aujourd'hui, on a quand même décidé, on a quand même co-développé aujourd'hui avec 50 000 personnes. Donc on s'est dit que ces 50 000 personnes, c'est d'abord avec elles qu'il faut qu'on converse. C'est d'abord avec elles qu'on fasse tester nos produits. Donc on fait des programmes. Tous les produits qui sont en vente aujourd'hui ont des petits formats échantillons. Tu sais ce qu'on appelle des sachets. Ouais. Et en fait, je préfère donner 2 € à la poste. À la poste pour envoyer un sachet, ouais. Pour que quelqu'un qui a un intérêt dans la marque, qui nous suit depuis X temps, puisse toucher le produit, le sentir, le tester. Et je pense que c'est beaucoup plus sincère que de filer 20 balles à Mark Zuckerberg quand je vends un produit ou 70% à la distribution. Ouais, et tu les, en plus, bichonnes de cette manière. Ces 50 000 personnes qui ont un jour voté, ont une proximité avec la marque. Exactement. Peuvent devenir elles-mêmes des co-créatrices ou ambassadrices. Ok. Et comment tu les animes, ces 50 000 personnes? Par email? Alors, tu as l'email, forcément. Vous avez des groupes privés, sinon, comment? Non, on n'a pas de groupe privé. En fait, on a 20% nous suivent sur Insta et le DM, c'est quand même sympa. Ça marche super bien. On n'hésite pas. 20%, c'est 10 000 avec lesquels vous pouvez communiquer. Ouais, sur Insta. Okay. Et on a souvent, on a pour pas mal d'entre elles leur numéro de téléphone portable, donc ça peut, le texto fonctionne bien. En fait, comme tu es une marque comme nous qui a une cote d'amour, parce que tu en fait, tu représentes des filles comme elles, des consommatrices, et tu parles au nom de ces filles, de ces co-créatrices. Donc ta cote d'amour est complètement différente. Nous on tutoie notre communauté. On les appelle beauté d'ailleurs. Si tu suis notre compte. Salut beauté, tu peux tester ce produit aujourd'hui. Exactement. Okay. Alors ça me paraît un peu logique d'appeler beauté parce qu'on fait des produits de beauté. Donc en fait, tu as un ton et une attitude qui est complètement différente que les grandes marques qui essayent de te fourguer un produit en tirade dont tu n'as pas besoin. Et donc du coup, la manière de converser certaine proximité, quoi. Voilà, et tu ouvres beaucoup plus le champ à la conversation. Et puis surtout, quand on les contacte, c'est pas pour leur dire viens, il y a 10% pour acheter ce produit. Ça sera plutôt tiens, tu as répondu que tu aimais bien ce produit ou que tu avais ce besoin ou que tiens, on aimerait t'envoyer un échantillon, un produit. Ok. Pub physique in real life, vous avez déjà testé? Affichage. Ouais, on a fait quand on est sorti du bois, en septembre 2019, on a fait le guérilla, là, comment on appelle ça, le street, les affichages sauvages. Street marketing, guérilla marketing. Tu payes des types à aller coller des affiches et le même mec est payé par une autre marque pour 10 minutes après revenir coller une affiche sur ton affiche. Bon, c'est pas très, alors c'est sympa, c'est joli, tu prends des photos, tu dis tiens. Surtout si tu sais que tu vises là 18-30 ans dans le 10e à Paris, quoi. Voilà.
ok, bon, c'est pas forcément super clean d'aller foutre du papier collé dans tout Paris. Voilà, on a fait que ça. On a fait pas mal d'events, notamment une salle de sport qui s'appelle Chez Simone. Je sais pas si tu connais. Donc chez Simone, comme on avait un projet pour une coach sportive, voilà, on est allé physiquement et on va le refaire bientôt. Je sais plus à quel endroit. C'est pas moi qui m'en occupe, donc j'ai oublié le nom. Et on le fait de temps en temps, ça. D'accord. La rencontre physique. Un peu de physique, Insta, un peu d'email, du SEO, vous le travaillez? Non, pour l'instant, on n'a pas encore attaqué ça. Je vois pas qui tape sur Internet co-création cosmétique pour le moment. Je pense qu'il est pas cher le mot-clé, mais du coup, il n'y a pas grand monde. Non, mais crème pour le visage clean, crème pour le visage. Alors là, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Qui est pas. Vous êtes autofinancé? On est autofinancé. Ok, super. Levé en cours. Ok, tu nous en diras plus à l'occasion. Super. Écoute, tu nous as abreuvé d'informations. J'ai aimé qu'on plonge dans ce milieu. C'était un épisode un peu plus avec un peu plus high level, on va dire, que d'autres qui sont plus techniques. Pour finir, est-ce que tu as des conseils à quelqu'un qui se lancerait aujourd'hui dans la cosmétique? Les conseils pour quelqu'un qui se lance dans la cosmétique, l'A/B test. Ça c'est encore tu vois, j'ai pas croisé Mathieu, mais son podcast m'a donné pas mal d'enseignements, notamment Génération du it yourself, hein, vous le connaissez certainement, mais je le précise. C'est William de Asphalt qui était passé, et grâce à ce podcast j'ai pris contact avec William parce qu'il avait le malheur de dire ce que je vais dire aussi moi aujourd'hui, c'est que sur LinkedIn, il est assez facile et puis il répond s'il y a des sujets intéressants. Donc 1 heure après le podcast, j'ai contacté William sur Asphalt en lui disant écoute, ta marque elle est géniale, je suis client d'ailleurs, j'ai le pull parfait, on fait un peu comme vous, hein, on met le consommateur au centre, les questionnaires, les machins, co-création, est-ce qu'on peut s'appeler? Il a été super sympa, il a passé 1 heure au téléphone et il m'a dit, donc je redonne son conseil aujourd'hui, l'A/B test. L'A/B test, le fake it until you make it, c'est-à-dire que demain si tu veux lancer un produit, ok, tu hésites entre ce packaging, ce design, ce machin, bon bah tu te fais une pub Instagram, tu mets 10 €, c'est pas très grave, tu mets 10 € sur la version A et 10 € sur la version B, et puis voilà, c'est pas la peine d'aller partir en prod. Voilà, donc ça c'est vraiment un conseil. L'A/B testing, ok. L'A/B testing, l'autre conseil... Alors, comme souvent, on parle de sujets start-up quand tu démarres. Forcément, tu parles de sujets levée de fonds. Donc, fais attention la fameuse traction, parce que tu vas avoir tous les business angels ou les VC qui vont dire on adore ce que vous faites, venez nous voir. Donc, tu veux tous te voir parce que c'est du deal flow, comme on dit. Et après, la question, c'est quoi la traction? Montrez-nous la traction. Donc la traction, en fait, ils s'en foutent que tu vendes 1 € ou 100 000 €. Mais ce qu'ils veulent, c'est que le 1 € passe en 2, que le 2 passe en 3. Et voilà. Donc ça, c'est super important. Voilà, dans ton BFR, anticipe que c'est pas tout de faire le produit. Derrière, il faut commencer à le vendre. Et donc les moyens de traction, anticipe-les avant que d'aller lever de l'argent. Ok. Super conseil. Eh ben merci énormément. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi sur ce podcast? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu cherches des partenaires? Alors évidemment, rendez-vous sur nide.co pour découvrir les produits ou en proposer. Moi tout ce qui est gens vraiment spécialisés dans le digital, dans l'influence, ça nous intéresse. Avec une appétence forte pour la cosmétique ou les produits. Voilà, on a des projets. En fait, là aujourd'hui, on a parlé de Nideco. Nideco, c'est de l'open innovation. Donc on rentre des consommatrices qui vont venir développer le produit avec nous, mais demain on va rentrer des consommatrices qui vont venir vendre le produit avec nous, puisque il n'y a pas de raison que quelqu'un qui parle d'un produit à sa copine ne soit pas rémunéré avec des points ou pas forcément en sonnant et trébuchant par rapport à Sephora, pardon, je m'étais promis de pas de nommer, qui prend 70%, et tout ça c'est un peu lié, ça, on va y venir avec la blockchain, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné on va pouvoir vraiment tracer qui a influencé dans l'achat d'un produit. Et donc la consommatrice demain, pour moi, devrait être rémunérée sur le fait qu'elle aime un produit. Alors c'est des points fidélité, c'est des Ouzbek Erika, là, je sais plus comment ça s'appelle, les points qui font que je trouve ça sympa. Tu peux acheter les Ouzbeks justement. Ouais, les Ouzbeks, tu peux acheter des mugs et des choses comme ça. Et donc ça, je pense qu'on va y venir. Ça va prendre encore quelques années, mais avec la blockchain, donc je suis intéressé s'il y a des gens
là-dessus qui demain pourront nous aider à avoir un circuit fermé. En fait, la question, c'est comment répartir la valeur mieux. Voilà. Et le digital peut nous permettre aujourd'hui de répartir, aujourd'hui la valeur de celle qui conçoit le produit, mais demain de celle qui le coopte, de celle qui le vend, de celle qui le livre. Voilà. C'est un excellent thème pour terminer ce podcast et j'espère que le message est passé. J'ai des personnes en tête, je te ferai une intro. Super. Simon, merci énormément pour ton temps. Écoute, merci beaucoup. On a encore dépassé l'heure, mais c'était c'est pas grave, c'était passionnant. Donc merci énormément et merci à vous tous de nous écouter toujours beaucoup. Plus nombreux. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.